commencer par remercier les organisateurs de cette belle journée, Madame Desbon, pour le groupement d'intérêt public Gers Solidaire, votre présidente et tous les collaborateurs qui ont contribué, bien entendu, tous les amis présidents, directeurs et bénévoles des associations qui adhèrent à Copalim. Alors, sans les citer tous, je pense effectivement à Jean-Louis Clément et Bernard Cabrol qu'on a vu ce matin. Alors cette journée, elle était importante. C'était important, il y avait deux enjeux pour moi. Il y avait effectivement un enjeu de montrer les dynamiques qui sont présentes dans tous les territoires de l'Occitanie. Et merci, monsieur le professeur, d'avoir souligné effectivement cette dynamique de coopération et de bienveillance à l'ouverture aux autres réseaux associatifs et à travailler ensemble. Mais il y avait une autre dynamique, celle qui a été lancée depuis quelque temps, la dynamique Copalim, pour montrer effectivement qu'au plus haut niveau, nous travaillons tous ensemble avec le conseil régional, j'ai vu ce matin Aubin de Verger, avec les conseils départementaux, avec effectivement, on a eu le témoignage tout à l'heure du CIAS du Grand Auch, avec les réseaux associatifs, avec la DRETS, avec la DRAF. J'ai vu aussi la présence de Claire de Rame ce matin. Et donc, je pense que ça, c'est un signal qui est important parce que ce signal doit être partagé partout. On n'est pas encore partout en Occitanie dans de la coopération. Il y a encore des concurrences, des rivalités, des chasses gardées, des susceptibilités de propriétaires. C'est pas acceptable. On le doit aux personnes avec lesquelles on travaille, cette coopération, mais on le doit aussi à nous-mêmes en termes d'exigences éthiques. Et moi, je ne financerai absolument pas la concurrence, ça c'est clair. Donc, c'était important de témoigner de cette dynamique. Cette belle dynamique, elle a porté un fruit auquel on a fait référence ce matin, mais peut-être pas de manière suffisamment précise. Et je voudrais donc souligner l'énorme travail qui a été réalisé au cours de cette année par Christophe Desfemmes et Aurélie Racine, donc Christophe Desfemmes, président de la Banque alimentaire de Toulouse, et Aurélie Sarracine, sa directrice, qui sont là, qui sont exprimées tout à l'heure, puisqu'on a découvert début mars des fissures énormes dans les poutrelles de béton de soutènement du plus gros des deux bâtiments de 2000 m², qui a dû être évacué et qui a été soutenu par des étais, puis vidé, évidemment. Et on s'est dit, c'est l'occasion ou jamais de se poser deux questions, de se poser la question de savoir si on était mûr pour faire une plateforme logistique entre associations. Et toutes les associations ont signé pour un engagement. Alors ça ne va pas se faire demain matin, évidemment, ça va prendre du temps, mais se sont engagés à travailler ensemble. Et je voudrais souligner cela parce que c'est la première fois en France. Ça a attiré l'attention de la ministre des Solidarités, dont le chef de cabinet me téléphonait la semaine dernière. Ça a attiré l'attention de notre ancien préfet de région, Étienne Guyot, pour y réfléchir en Nouvelle-Aquitaine. Ça a attiré l'attention du préfet de Bourgogne-Franche-Comté, puisque ça n'existe pas aujourd'hui en France. Il n'y a pas de plateforme mutualisée. Deuxièmement, une plateforme qui progressivement deviendra régionale. Vous l'avez dit, monsieur le professeur, des exigences qui sont professionnelles. Mais c'est pas simplement parce que les bénévoles deviendraient des professionnels. C'est parce que les exigences sont telles que le modèle économique lui-même de la plateforme est à interroger. Il faut un CACES pour conduire un Fenwick ou un Transpalette. Il faut effectivement des compétences informatiques poussées ou de comptabilité pour pouvoir faire la gestion des stocks, la gestion des flux, les contrats de travail, etc. Et donc, effectivement, le jeu d'échelle entre le niveau régional, départemental et local pousse à ce qu'on ait de plus en plus une mutualisation à l'échelle régionale des plateformes. Alors, ça va forcément poser la question de savoir ce que vont devenir les 47 autres plateformes. Je vous rassure, elles vont pas disparaître, mais forcément, ça va interroger le système. Ça va interroger notre trace carbone, les camions qui circulent aujourd'hui à plein à l'aller et à vide au retour, qui pour les plus petites plateformes circulent parfois avec une seule palette. Tout ça, il va falloir dans les 2-3 ans qui viennent, c'est un énorme chantier, qu'on y travaille. Vous l'avez dit également, monsieur le professeur, on a un certain nombre d'enjeux autour de la lutte contre la précarité alimentaire devant nous. Alors des enjeux démocratiques, je n'y reviens pas, vous les avez cités, des enjeux économiques, et notamment, et ça c'est le cri des Restos du Cœur il y a un mois, on l'a bien entendu, autour effectivement du modèle économique. Notre société ne pourra pas toujours aller à davantage d'argent. Il faut qu'on réfléchisse à autrement pour qu'on aille vers l'autonomie alimentaire des personnes, d'abord par respect vis-à-vis d'elles. Notre modèle social ne peut pas être un modèle de l'aide alimentaire.
par respect de notre modèle démocratique et aussi parce qu'il y a un sacré danger. On le voit bien avec la stigmatisation des pauvres qu'on entend. Par exemple, quand le président de la République a parlé de la lutte contre la fraude sociale, il visait effectivement le travail non déclaré par les chefs d'entreprise, et les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris les gens qui trichent au RSA. C'est pas dire qu'il y en a pas, évidemment qu'il y en a. Mais on voit bien la focalisation vers le mauvais pauvre, celui qui triche. Et quand j'ai proposé, par exemple, pour le 8 février dernier, une journée d'études sur discrimination et pauvreté, parce que je suis persuadé que la vraie discrimination est liée à la pauvreté, c'est-à-dire qu'être noir à Neuilly, c'est probablement pas tout à fait la même chose quand on est fils d'ambassadeur que quand on est fils de femme de ménage. Et donc la discrimination réelle, me semble-t-il, elle est liée à la pauvreté, qui cumule tous les stigmates, les familles monoparentales, les personnes en situation de handicap, dans les QPV ou au contraire dans les zones de revitalisation rurale. Eh bien, j'ai voulu proposer comme titre « Bon et mauvais pauvres », et puis alors là, j'ai eu une levée de bouclier en me disant « mais on peut pas dire ça ». Voilà, on ne peut pas dire ça, donc on ne peut pas nommer les choses, et comme l'aurait dit Camus, c'est mal nommer les choses, c'est rajouter à la misère du monde. Donc on a un vrai problème sur notre modèle économique, et je pense qu'on ne doit pas attendre d'être dans le mur pour pouvoir commencer à y travailler tous ensemble, et je salue la responsabilité de tous les présidents. Je salue aussi, évidemment, Louis Roget pour les Restos du Cœur, ou Bernard Frociel, le président du Secours populaire qui n'est pas là aujourd'hui, mais donc tous ces présidents qui s'engagent, ces salariés ou ces permanents qui s'engagent effectivement pour qu'on travaille tous ensemble, pour anticiper, essayer d'avoir ces 2-3 ans d'avance qui nous permettent de ne pas être dans le mur. On a évidemment donc parmi les solutions tous ces enjeux de mutualisation, de coopération. Alors on met le doigt dans l'engrenage, on ne sait pas jusqu'où ça va nous entraîner, peut-être qu'on aura un jour un système d'information commun, moi j'en rêve, parce qu'après tout quand on va gérer des stocks et des flux, ça pose la question de savoir si chacun va venir avec son logiciel. La question du bénévolat, moi je ne crois pas que notre société soit en crise de bénévolat. J'ai eu le privilège d'être directeur local d'un club local de la Croix-Rouge il y a une 40aine d'années. On a démarré à 2, 6 mois après on était 80. Je pense surtout que la question, et merci beaucoup monsieur le professeur pour le sens que vous avez mis, la question c'est la question du sens. C'est-à-dire que dans une société dans laquelle il n'y a de publicité que pour l'achat des produits et pas de publicité pour notre modèle social, pour notre modèle de solidarité, pour notre modèle de démocratie, pour notre modèle républicain, eh bien, c'est pas étonnant, effectivement, que les gens deviennent individualistes. J'ai lancé une grosse étude l'année dernière, qu'a réalisé le CRAGEP, le Conseil régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, sur une nouvelle forme d'engagement des jeunes. C'est aussi à nous et à vous, à faire place à ces nouvelles formes d'engagement. Les formes d'engagement des jeunes, ce ne seront pas les nôtres. C'est pas des gens qui, comme moi, vont donner 10 000 heures de bénévolat sur 10 ans, ou comme vous, probablement, si on faisait les comptes, je serais peut-être pas sur le podium. Mais ce sont de nouvelles formes d'engagement qui nous décoiffent, qui nous mettent en cause. Eh bien, n'attendons pas pour nous poser la question de ces nouvelles formes d'engagement. Et bien entendu, pour la génération des gens qui sont jeunes retraités et qui attendent de passer la main, eh bien, peut-être qu'on va passer la main à des gens qui vont incarner de nouvelles formes d'engagement assez fondamentalement différentes de celles qu'on a connues. En tout cas, donc, enjeu autour du bénévolat. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas s'effrayer non plus des dimensions techniques. On discutait tout à l'heure avec les gens du Tarn-et-Garonne qui portent un très gros projet de légumerie et qui ont un projet à 3,5 millions ou 4 millions d'euros. Je pense qu'une fois qu'on est tous en ligne, qu'on a effectivement le dynamisme, l'équipe, etc., les difficultés juridiques, on va les trouver, on va les résoudre. Les difficultés financières aussi. Alors, je dis pas ça parce que cette année, l'État a eu, à titre exceptionnel, une très grosse enveloppe qu'on n'a jamais eue avant et qu'on n'aura probablement plus jamais après. Pour être transparent, la DRETS avait classiquement une enveloppe de 670 000 euros depuis au moins 5-6 ans. Cette année, on a eu 6 millions. Donc 2 millions d'euros pour financer un certain nombre de projets d'investissement, dont les plateformes logistiques, 2 millions d'euros sur Mieux manger pour tous. On a pu doubler les financements des associations, passer de 670 000 à 1,3 million. Et puis les 500 000 qui manquent, c'est, vous vous en souvenez, en février-mars, le plan pour la lutte contre la précarité alimentaire des étudiants. Alors je ne me fais pas d'illusions, on n'aura plus jamais ça, parce que effectivement, c'est pour s'être battu sachant nos enjeux qu'on avait obtenu cette enveloppe, mais je n'ai pas d'inquiétude sur notre capacité à mobiliser à partir du moment où on aura de beaux projets. On a réussi à faire aboutir cette année, on ne va pas les lister, mais enfin une bonne dizaine de gros projets, alors pas tous de l'échelle de la Banque alimentaire de Toulouse, mais effectivement des projets des uns et des autres à un montant assez important. Pour conclure à propos de tout ça, je voulais vous
d'abord vous porter un message et puis une invitation. Donc le message, on l'a dit ce matin, la directrice de cabinet du préfet l'a signalé, la stratégie de lutte contre les discriminations, contre la pauvreté, excusez-moi du lapsus, elle est assise sur la durée du mandat du président de la République et donc elle se termine au 31 décembre de cette année, puisqu'on a eu un an de rallonge par rapport à la stratégie 2017-2022, le temps que le ministre, et en plus on en a changé, puisque Jean-Christophe Combe a laissé la place fin juillet à Aurore Berger, le temps qu'on affûte et qu'on finalise la stratégie 2023-2027, qui du coup devient 2024-2027, qui va s'appeler Pacte des solidarités, qui prend la suite. Alors, il y a un pacte national qui a été annoncé le 18 septembre dernier et qui comprend 4 axes, j'y reviens tout de suite. Et puis, il va y avoir des pactes locaux qui vont commencer à travailler avec les conseils départementaux et les métropoles. Donc, j'ai eu au cours du mandat précédent 13 conventions avec les 13 conseils départementaux et 3 conventions avec les 3 métropoles de Toulouse, Montpellier et Perpignan. Ces conventions qui représentent à elles toutes seules la moitié de mon enveloppe, et si on rajoute la protection de l'enfance, elle est la moitié du reste. Hein. Donc, vous voyez la masse, donc à peu près 35 millions sur les 45 millions d'euros de budget à ma main chaque année. Ces conventions, donc, c'était la dernière année, les fameuses CALPAE, conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi. Ces conventions donc se terminent au 31 décembre et on rentre avec les 13 départements et les 3 métropoles dans une discussion préparatoire aux futurs pactes locaux des solidarités. Alors le pacte national et les pactes locaux ont 4 axes, mais au niveau national, n'oublions pas que les moyens d'action du gouvernement sont plus nombreux que simplement ces axes. Ils vont passer effectivement notamment par les caisses d'allocation familiale. Je discutais tout à l'heure avec le directeur départemental de la CAF le président de la CAF du Gers, puisque les CAF ont vu leur convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion revue, autour notamment de tout ce qui est animation de la vie sociale, donc les centres sociaux, partenaires essentiels avec lesquels je vous engage à tous travailler, puisqu'ils ont des cuisines. Alors on me disait que sur Toulouse, elles sont occupées, mais j'ai visité beaucoup de centres sociaux, là aussi j'étais président d'un centre social, beaucoup de centres sociaux dont la cuisine, en fait, fonctionne une demi-journée par semaine. Donc ne me demandez pas de vous financer des cuisines, montez plutôt des partenariats avec les centres sociaux pour faire de la cuisine avec les personnes, avec les navets ou les panais que vous voulez distribuer, puis qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui dans la poubelle. Monter ces partenariats un peu innovants pour travailler ensemble et utiliser des équipements qui existent déjà, ou bien, comme vous le citiez vous-même ce matin, les cantines scolaires qui effectivement, alors je peux témoigner qu'elles fonctionnent de 7h30 à 14h, mais en tout cas jamais l'après-midi. Donc, la convention d'objectifs et de moyens avec la CNAF, donc les allocations familiales, avec l'assurance maladie également, le travail autour de Pôle emploi et plus généralement le projet France Travail qui est en débat devant le Parlement en ce moment. Et donc évidemment ce dont je vais vous parler, moi c'est un tout petit bout de tout cela, c'est-à-dire le travail qu'on est en train de réfléchir avec les conseils départementaux et métropolitains pour aboutir fin mars de l'année prochaine pour les 4 prochaines années. 4 axes. Un premier axe autour de l'investissement social. L'idée qu'on travaille pour la prochaine génération pour lutter contre la reproduction sociale de la pauvreté. Pas simplement pour les pauvres aujourd'hui, mais pour lutter pour que les enfants et les ados d'aujourd'hui ne soient pas les pauvres de demain, puisqu'on dit en France qu'il faut en moyenne 6 générations pour sortir de la pauvreté, ce qui veut dire jamais. Alors, il y a évidemment toujours des transfuges de classe, il y en a parmi vous, bon, moi c'est mon cas, mais le problème n'est pas qu'il y ait des individus qui soient des transfuges de classe. Le problème, c'est le système. Ce qu'il faut, c'est que tous les jeunes issus de milieux défavorisés ou pauvres soient en capacité de pouvoir effectivement réussir dans leurs études et leur vie sociale. Le deuxième axe, c'est l'axe insertion et France Travail. Donc là, il est en débat actuellement. Et l'une des questions qui va être posée, c'est comment va se passer l'articulation entre les compétences des conseils départementaux et de Pôle emploi, en sachant qu'on a des particularités dans la région, puisque par exemple 2 départements que sont l'Ariège et les Pyrénées-Orientales ont décidé de faire une recentralisation du RSA. Donc comme avant 2008, ça n'est plus eux qui payent le RSA, en fait c'est l'État, et l'État s'appuie sur la caisse d'allocation familiale, évidemment, qui a le savoir-faire. Le troisième axe, c'est l'accès au droit, et vous savez que depuis la loi Egalim, dans tous les lieux d'accès à l'alimentation, d'aide alimentaire,
alimentaire, il doit y avoir un accompagnement et un accès aux droits. Donc monter des partenariats innovants, c'est pas facile. Je sais par exemple, je crois que c'est dans l'Aude où les Restos du Cœur ont travaillé avec la CPAM. C'était rude pour la CPAM parce qu'ils n'ont pas l'habitude des publics, ils ont un public bien sage derrière les hygiaphones. Donc forcément, il faut les accompagner, il faut les former, mais travailler avec les CPAM, travailler avec les CAF, véritablement, ou les CCAS, les CIAS, et puis travailler avec les points conseil budget aussi. J'en finance 58, je crois, dans la région, donc ils font de l'éducation financière. Et après tout, on peut très bien, à propos d'éducation financière, il faut aussi une éducation au budget alimentaire. Travaillons avec l'INRA, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'INRA aujourd'hui, il me semble, mais par exemple l'INRA de Marseille, en 2013, avait fait des simulations pour voir effectivement si on achète des produits frais, de saison, bio, en circuit court, combien ça coûte. Et je me souviens que sur Marseille, à l'époque, on avait dit en Provence, 1,38 € par jour. Alors moi, j'aimerais bien savoir pour 3-4 villes d'Occitanie ou 3-4 campagnes, parce que je pense en effet que quand on regarde le prix du kilo de chips, c'est largement plus cher que le prix du kilo du poisson. Vous ferez l'exercice. Et puis donc, le quatrième axe, mais qui nous concerne aussi, c'est la question du volet social de la transition écologique. Donc cette projection que je vous proposais tout à l'heure pour les générations, projetons-nous aussi à 2050 ou 2070. Ce sont deux dates qui ne sont pas choisies par hasard. L'INSEE a fait une projection démographique de l'Occitanie qui gagnerait encore 700 000 habitants jusqu'en 2070. Donc on passerait de un peu plus de 6 millions, puisqu'on a passé la barre des 6 millions cette année à 6,7 millions. Dans cette population nouvelle, ce n'est pas un excès des naissances sur les décès, ce sont des populations qui migrent venant des autres régions de métropole. Et donc parmi eux, un tiers sont des gens en situation de pauvreté, notamment au RSA. Et puis un autre tiers sont des personnes en retraite, dont un tiers sont au minimum vieillesse. Pourquoi ? Parce que Charles Aznavour, ayant chanté que la misère était moins pénible au soleil, et bien évidemment, les gens pensent qu'ici on n'a pas besoin de chauffage parce qu'ils sont passés un mois pendant les vacances. Donc c'est sûr qu'on a des gros enjeux d'anticipation sur les 30-40 ans qui viennent. Et puis Météo France, et vous allez tous vous précipiter ce soir sur votre ordinateur, a fait des simulations sur le réchauffement climatique à l'échelle 2050, à l'échelle de chaque commune. Donc vous saurez où on en est du nombre de nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits où on ne peut pas se reposer parce qu'il fait plus de 20 degrés, et des jours de canicule, avec évidemment des hypothèses maximales et minimales, mais vous saurez effectivement où vous en êtes dans votre commune. Et donc la différence effectivement entre les personnes en situation de pauvreté et puis les autres, c'est que les autres, ils ont toujours possibilité de se dire, tiens, est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on bouge ? Et il y a une sorte de thé infernal, pardonnez-moi pour le qualificatif, qui donc commence par la côte languedocienne, de Nîmes jusqu'à Perpignan, et qui ensuite remonte l'autre barre du Thé en passant de Béziers, Narbonne, Carcassonne jusqu'à Toulouse, où on voit une barre noire, c'est sur les simulations Météo France, où les phénomènes de réchauffement climatique vont être les plus forts, de manque hydrique, et encore la Haute-Garonne a communiqué hier sur la situation désastreuse de nos nappes phréatiques et de nos rivières. Et donc on sait aujourd'hui alors combien va être la population, quelle qualité, c'est-à-dire le taux de pauvreté, enfin, taux de pauvreté, j'espère que ça ira mieux, mais en tout cas des populations pauvres, et puis où elles s'installent et où vont être les facteurs climatiques pénalisants. Et donc on a effectivement une grosse journée qu'on va monter avec l'ADEME, l'INSEE, Météo France l'année prochaine pour qu'on se relève tous les manches et qu'on commence à y travailler. L'invitation que je voulais vous faire, c'est qu'on organise notre grosse conférence régionale à Montpellier, au Quorum, le 29 novembre. J'ai communiqué tout à l'heure le programme sur LinkedIn, parce que vous avez peut-être vu que je fais plusieurs choses en même temps. Et donc, vous y êtes tous conviés, on a 600 places, donc voilà, comme d'habitude, le déjeuner vous est offert. Et on y va pour confronter 3 points de vue, les territoires, très important de se rencontrer entre territoires, les institutions et les métiers. Parce que je considère qu'en fond, on n'a pas inventé grand-chose, mais qu'en se confrontant au regard des autres, au point de vue des autres, aux bonnes pratiques des autres, eh bien on progresse tous. Et ça aussi, c'est un message en matière de coopération. Et puis, cette année, on aura eu 16 journées d'études. Il y en a une qui s'est tenue la semaine dernière sur handicap et pauvreté. On en a eu une 2 semaines avant sur famille monoparentale et pauvreté. On en a eu également sur la précarité relationnelle en milieu rural, parce qu'on ne peut pas limiter la pauvreté à la pauvreté monétaire. On peut parler aussi de la précarité relationnelle, qu'en est une forme, comme l'INSEE parle également de la pauvreté en conditions de vie, comme le surendettement ou le mal logement. Et je suis en train de boucler le programme des journées d'études 2024.
Et notre président de la Banque alimentaire du Gard me disait tout à l'heure, on est venu à Auch cette année, est-ce qu'on n'irait pas dans le Gard l'année prochaine? Donc vous voyez que tout ça se construit avec vous, hein, on n'est pas dans une logique descendante. Donc pour conclure, merci de votre participation, merci de votre implication. Grâce à vous, notre société vit. Souvenez-vous toujours que, quels que soient les dispositifs publics de l'État et des collectivités, nous ne pourrions rien sans la solidarité humaine, sans la fraternité. Hein, c'est Jean-Louis Clément qui en parlait ce matin. Une société ne vit pas de dispositifs, une société ne vit pas de lois, une société, elle vit des liens sociaux que nous tissons les uns avec les autres. Donc merci à vous, bravo à vous, et je vous propose que nous nous applaudissions tous.